Salut tout le monde, si vous aimez ma chaîne n'hésitez pas à follow et mettre un pouce bleu en rediff sur YouTube et à commenter. Bienvenue à ce module d'introduction à l'assembleur x86 en vue de faire du reverse engineering et du cracking sous Windows. Ici on distingue dans un ordinateur on va dire le langage machine qui représente des instructions d'opérations binaires souvent représentées en hexadécimal. On appelle ça aussi des opcodes, operational codes. On a cette même représentation du langage machine mais non pas en hexadécimal qui n'est pas lisible ou compréhensible par un humain, mais en assembleur, c'est-à-dire un langage processeur, puisque c'est le processeur qui va exécuter ce langage-là, et ça traduit en fait le langage machine en instruction du processeur. L'assembleur est interprété, comme je l'ai dit, par le processeur. Il s'agit souvent d'instructions arithmétiques simples. On peut néanmoins représenter n'importe quel logiciel complexe avec ses opérations arithmétiques simples. Le langage de programmation dont il s'agit ici, c'est le langage de programmation le plus bas niveau qui puisse être. En fait, on ne peut pas être plus bas niveau. Si on était plus bas niveau, ce serait de l'hexadécimal, voire du binaire. Et donc on ne peut pas avoir quelque chose de plus bas niveau qui soit interprétable, ou le but ça aurait été qu'il soit interprétable ou lisible par un humain. Souvent, on utilise l'assembleur pour lier le matériel au logiciel, le hardware au software. On utilise par exemple l'assembleur pour programmer des pilotes, des drivers. C'est notamment très rapide et c'est au plus proche de la machine, donc on peut interagir directement avec des opérations, des instructions système. On appelle ça des appels système. Quand on lance un programme, qu'est-ce qui se passe en fait sur un ordinateur? Le contenu en fait du binaire, et quand je parle de binaire, je parle du exécutable, est chargé dans la RAM. Le programme ne devient plus alors un programme mais un processus, c'est-à-dire une instance d'exécution de ce programme. Sous Windows, on a ce qu'on appelle les formats PE, c'est-à-dire Portable Executable, et sous Linux, on a ELF. Dans les deux cas, c'est tout simplement des exécutables. La RAM, c'est tout simplement la représentation de l'état d'un ordinateur. Pour rappel, RAM, ça veut dire Random Access Memory. C'est tout simplement ce qu'on appelle la mémoire vive. A l'opposé, la mémoire morte, c'est ce qu'on appelle le disque dur ou le SSD, c'est de la mémoire qui va être stockée à long terme, tandis que la mémoire vive, ça va être de la mémoire à court terme. Donc on y stocke l'état de l'ordinateur à un instant T. Aussitôt que l'ordinateur est éteint, la mémoire vive est vidée. On y voit notamment les instructions assembleurs qui seront exécutées par le processeur pour exécuter le programme. Le processeur finalement n'est rien de plus qu'une calculatrice, c'est une grosse calculette qui exécute toutes les opérations arithmétiques décrites dans l'assembleur. Pour information, un processus possède son propre espace mémoire qui est alloué dans la RAM. On a une sorte de tableau en 2 dimensions. C'est ce qu'on a sur le volet de droite ici, dans la capture d'écran ici. On a une table d'adressage en fait. À chaque adresse s'y trouve une valeur, qui sont ici elles-mêmes représentées en hexadécimal. C'est rien d'autre que ça, un processus. C'est un espace de mémoire qui est alloué dans la RAM, propre à ce processus. La mémoire stocke les données dans cette sorte de tableau, et ce tableau peut contenir dans l'ordre des paramètres du système et du programme, la pile, aussi appelée la stack en anglais. Le programme peut y stocker de la donnée en cours d'exécution, il empile des données. Ce principe est appelé LIFO. LIFO, c'est last in, first out. Admettons qu'on empile des assiettes. La première qu'on va désempiler, c'est celle qui sera tout en haut. Le dernier arrivé sera le premier sorti. Donc last in, first out. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la pile, puisqu'on empile des choses. Il faut juste savoir que les adresses mémoire diminuent. Au tout début, on a une grosse adresse mémoire et ça diminue jusqu'à ce qu'on atteigne 0. Et ensuite, on a le tas. Idem, mais ici, la mémoire est allouée dynamiquement lors de l'exécution, tandis que le tas est alloué de manière statique. On a ensuite data, BSS qui contient des variables, et ensuite le code qu'on appelle aussi texte, c'est tout simplement les instructions en assembleur du programme. Est-ce que vous aviez les bases? En arithmétique informatique, on a le base 2, le base 10, le base 16, l'ASCII et plein d'autres choses. Pour rappel, le base 2, qui on appelle le binaire, n'a que 2 états, 0 et 1. En base 10, qu'on utilise tous depuis notre enfance, puisqu'on a 10 doigts, j'imagine, on a 10 valeurs en fait, qui vont de 0 à 9. Et en hexadécimal, c'est pareil, sauf qu'une fois qu'on atteint 9, le chiffre suivant, ce sera A, puis B, C, D, E, F, et ensuite ce sera 10. Par exemple, le chiffre 65, en binaire, ça sera représenté par ceci, et en hexadécimal, ça vaut 41. Et en ASCII, on a le caractère A, majuscule, par rapport à la table ASCII. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un registre? Eh bien, dans un processeur, on a des sortes de variables dans lesquelles on va stocker des valeurs. Ces variables sont appelées registres. Elles sont beaucoup plus rapides à exécuter et à lire que des variables d'un programme en C, par exemple. Ici, les registres AX, BX, CX et DX.
Là, je parle d'une infrastructure en 16 bits. Quand vous utilisez un Windows 10, vous utilisez un système d'exploitation en 64 bits. Plus on a de bits, plus on a de capacité de stockage dans ces registres. On l'a nommé AX, ABCD, hein, et en fait A, on l'utilise comme un accumulateur. On peut s'en servir pour ce qu'on veut en vrai, mais on y stocke souvent un résultat ou une valeur qui sera lue comme input d'une fonction. Par exemple, on invoque une fonction, d'abord on stocke dans AX quelque chose qui servira de mnémonique, et la fonction invoquera le mnémonique adéquat. Ensuite, on a BX, sa valeur est souvent une adresse mémoire. On stocke une adresse mémoire pour pouvoir s'y retrouver par la suite et la réinvoquer pour revenir là où on en était après. On a ensuite CX, le compteur, donc ça sert comme un compteur. Par exemple, quand on programme en C, on utilise I comme compteur. Ça, comme d'habitude, ça change pas comme principe. Ensuite, on a data, DX, pour la manipulation de données. Data comme données. En vrai, on peut se servir des registres comme on veut. On a d'autres représentations. Par exemple, ici, on a AX, on le retrouve ici, qui est pour 16 bits. Mais on a rajouté pour les systèmes en 32 bits une extension et on appelait ça EAX pour Extended AX. Et ensuite, encore une extension pour les systèmes en 64 bits qui s'appelle RAX. R, ça veut juste dire registre. Hein. On peut ensuite sous-découper un registre AX. Si on veut de la granularité dans la manipulation d'un registre, on peut aussi les couper en 8 bits. AX peut être représenté par AH ou AL. AH pour les parties hautes, AL pour les parties basses, H c'est pour high et L c'est pour low, pour les bits de poids fort ou les bits de poids faible. Mais les registres, il y a d'autres registres. SI, en gros, c'est Source Index. On y stocke en général un input d'une opération. DI, Destination Index, on y stocke en général la destination ou l'output ou le résultat d'une opération. Ensuite, on a IP, Instruction Pointer, qui pointe vers la prochaine instruction à exécuter. BP, Base Pointer, qui va lire les données dans la pile lors d'un appel système. Et SP, le Stack Pointer, qui pointe vers le sommet actuel de la pile. La pile, on va empiler plein de choses, mais on sait toujours où se trouve le sommet de la pile, puisqu'on a SP qui pointe dessus. Ensuite, on a les flags, pas besoin de tous les connaître par cœur. Il y en a un que je trouve vraiment intéressant à retenir, c'est ZF, le Zero Flag. ZF vaudra 1 si le résultat de la dernière opération arithmétique était de 0. C'est-à-dire que si le résultat de la dernière opération arithmétique a donné 0, on va mettre le Zero Flag à 1. Si jamais la dernière opération arithmétique était différente de 0, le Zero Flag ne sera pas mis à 1, il vaudra 0. Voilà, on finit par s'y habituer, mais quand on fait du reverse engineering ou du cracking Windows, on a un écran bien brutal comme celui-là. Et en fait, ici, on a un logiciel qui s'appelle OliDebug, ou qu'on appelle aussi OliDBG. Alors la première colonne, on va dire ici, c'est les adresses mémoire. La colonne du milieu ici, ce sont les opcodes, les représentations hexadécimales du code machine. C'est le langage machine en fait. Et ici, sur la droite, ici, on a l'assembleur. Et ensuite, sur le volet d'à droite, on a des clarifications gérées par le debugger qui arrive à traduire certaines choses et nous expliquer ce que ça veut dire. Donc get version, on comprend que c'est pour récupérer la version. Ensuite, sur le volet de droite, on a les registres. On a EAX, ECX, puisqu'ici on est en 32 bits, donc on a les E devant. Et ensuite, on a les flags, C, et là le Z, il est à 1, donc ça veut dire que le 0 flag est à 1, donc le résultat du calcul précédent a donné 0. Tout en bas à droite, ici, on a la stack, la pile. Le sommet de la pile, du coup, c'est le stack pointer, c'est ESP qui pointe ici. D'ailleurs, on peut le voir ici, en haut, ESP vaut 12FF8C. Et ici, effectivement, au sommet de la pile, on a 12FF8C, puisqu'on pointe vers le sommet de la pile. Ici, le programme est en pause pour qu'on puisse faire de l'exécution pas à pas du binaire. Et ici, en bas à gauche, je ne l'ai pas dit, mais c'est le dump hexadécimal, mais non pas de manière statique, comme on pourrait avoir avec un éditeur hexadécimal. Donc par exemple, si un programme est chiffré, dans le dump hexadécimal, on le verra en déchiffré. Juste après les routines de déchiffrement, bien sûr, pas au tout début. C'est ce que font souvent les malwares. Maintenant, quelques instructions basiques sur l'assembleur. On a move, ça veut tout simplement dire déplacer. On move dans la destination la source. Par exemple, on a move AX 1337. On va déplacer la valeur 1337 dans le registre AX. Le résultat, AX est égal à 1337 à la fin de cette opération. Ensuite, on a add. On peut ajouter dans la destination la source. Par exemple, on peut faire add sur AX la valeur 3. 1337 plus 3, ce sera 1340, donc AX sera égal à 1340. Ensuite, on a sub, c'est subtraction, donc on va soustraire 340 à AX, ce qui va donner AX égale 1000. Inc, c'est pour incrémenter, ça veut juste dire faire plus 1. On fait increment AX, AX est égal maintenant à 1001. Décrémenter dec AX,
AX est égal à 1000. Et si jamais on fait neg AX, ça veut dire négative, AX va être égal à moins 1000. Il y a aussi mul pour multiplication, div pour la division, et plein d'autres. On a aussi d'autres instructions logiques un peu spécifiques, comme not, or, and, XOR. Not true, ça vaudra faux. On a le ou logique, le or, s'il y a un état ou un autre, donc s'il y a un 1 ou un 0, ben, le résultat vaudra 1. And pour le et logique, XOR pour le ou exclusif, quelle que soit la valeur de AX, peu importe. Quand on XOR une valeur avec elle-même, ça vaut 0. On en a plein d'autres, on a NAND, NOR, etc. Mais ça va pas nous intéresser aujourd'hui. On a ensuite des opérations spéciales, des instructions spéciales. On a par exemple NOP, qui veut dire no operation, donc ne rien faire. Ensuite, on a jump pour sauter vers une adresse mémoire. Ici, on jump vers l'adresse mémoire qui est représentée par la valeur stockée au registre EBX. On a call EBX, c'est un peu la même chose. Ça équivaut à sauter vers une adresse mémoire, mais pouvoir revenir au flux initial après. Donc call EBX, c'est pour exécuter une fonction qui se trouve à l'adresse mémoire EBX, mais ensuite revenir vers le flux d'instructions. Ensuite, on a CMP pour compare. Donc, on va comparer EDI avec ESI, donc la destination avec la source. ESI qui est le source index pour rappel avec EDI qui est le destination index. Ça retourne 0 s'il y a 0 différence. Le 0 flag va passer à 1 automatiquement. Ensuite, on a push 0x42, c'est juste pour pousser la valeur 0x42 au sommet de la pile. Et ensuite, on peut faire pop EAX. On va popper, on va récupérer la valeur du sommet de la pile, donc ça va la supprimer du sommet de la pile, tout en la poppant dans le registre EAX. EAX sera égal à 0x42. Et évidemment, le stack pointer va se déplacer d'un cran en dessous, puisqu'on va désallouer l'adresse mémoire. Ensuite, on a int 0x80, c'est un exemple d'interruption système. On a ensuite les sauts conditionnels, jump if 0, on jump seulement s'il y a 0 différence. On a ensuite jump if not 0, inversement. Jump if equal équivaut à jump if 0. Si jamais il y a 0 différence, on va voir jump if equal qui équivaudra à jump if 0 parce que le 0 flag sera activé. Et inversement, on a jump if not 0 qui est équivalent à jump if not equal. On en a plein d'autres, on a jump if above, jump if below, jump if greater, jump if lower or equal. On peut rajouter des E ici si on veut. On a des subtilités de syntaxe, il faut savoir que la syntaxe dépend de l'architecture du processeur, donc de la CPU. x86, x64, PowerPC, ARM, on en a plein. Et en fait, il en existe deux majeurs. Donc on a Intel, celui qu'on vient de voir. On move dans EAX la valeur qui se trouve dans le registre EBX. Et en fait, on a également les processeurs AT&T, move L, %EBX, %EAX. Donc en fait, on move EBX dans EAX. Ça s'inverse. Et comme si c'était pas assez compliqué, l'algorithme de l'assembleur va varier en fonction du système d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows ou Linux. Évidemment, on a des interruptions système différents. On va faire un petit exemple d'un programme ici, on va suivre ce qui se passe. On fait move CX 0, CX va valoir 0. Ensuite move BX 10, BX va être égal à 10. Ensuite XOR BX BX. Donc on va XORer BX avec lui-même, donc BX sera égal à 0 après cette opération-là. Ensuite on met un tag qui s'appelle boucle, et on pourra jumper vers boucle, comme ça. Inc CX, donc CX vaut 1. Ensuite on compare CX avec 10. Si CX vaut 10, on fait un jump if above à fin. Fin c'est ici, ret pour return, donc fin de la fonction. Ici, CX vaut 1, on n'est pas au-dessus de 10, donc on fait ajouter dans BX la valeur CX. Donc on ajoute dans BX qui vaut 0 la valeur CX qui vaut 1. Donc BX est égal à 1, et on jump vers la boucle, et ainsi de suite, et ça jusqu'à ce que CX soit au-dessus de 10. Et à la fin, du coup, BX vaudra le total cumulé.